Mais comment David Goggins est-il passé d'un enfant battu par son père, menacé de mort par le Ku Klux Klan et échouant lamentablement ses tests d'entrée à l'armée, à une superstar incontestée de la force mentale, établissant de nouveaux records mondiaux, courant des ultramarathons et étant le seul homme de l'armée américaine à avoir passé les tests de sélection des 3 branches des forces spéciales les plus dures au monde. De la douleur à la gloire, voici l'histoire incroyable mais vraie de David Goggins. On est le 17 février 1975. Et le monde ne le sait pas encore, mais un homme au mental et au parcours surhumain vient de naître. David grandit avec son père et sa mère à Buffalo City, ville de l'État de New York, à l'intérieur d'un quartier assez huppé, dans une rue du nom de Paradise Road, la route du paradis. Mais vous allez voir que rien dans sa vie ne ressemble au paradis. Le père de David Goggins est un voleur et un alcoolique notoire. Il possède des bars dans la ville, des patinoires et il dirige des prostituées venues du Canada à sa ville de Buffalo City. Il met le feu à beaucoup de ses immeubles afin de récolter pour lui l'argent des assurances, escroquerie assez connue aux États-Unis. Et à partir du moment où David a commencé à pouvoir marcher, son père le met immédiatement à travailler pour lui, notamment dans les patinoires où le petit David travaille de 9 h du soir à minuit. Sauf qu'avec ce rythme infernal à tenir, il est difficile pour lui d'aller à l'école. Mais les proches de David ne voient que les accomplissements de son père et lui disent « Waouh, ton père est tellement cool, t'as trop de chance mec !» Mais personne ne sait réellement ce qu'il se passe dans la maison familiale. À la seconde où la porte de la maison se referme, le vrai côté de son père prend le dessus. Il frappe David et sa mère sans relâche car il est saoul. Dès son lever du lit, son père part directement boire pour devenir ivre. Et c'était ça du matin au soir, raconte-t-il. Il est violent, brutal, sadique et se met même à torturer la mère de David. Celle-ci est complètement sous l'emprise de son mari, elle ne possède pas de carte bleue à son nom, ce qui la rend dépendante de celui qui la bat jour et nuit. Et quand son père se met à battre sa mère, son grand frère, lui, fuit se cacher dans sa chambre. Mais pas David, qui reste toujours présent dans la pièce pour tenter de protéger sa mère. Mais son père se met alors à le battre à son tour. Un jour, un accident marquant se produit. Le père alcoolique frappe et met KO la mère de David sous ses yeux à l'étage de la maison. Le petit David, spectateur de la scène, saute alors sur le dos de son père pour la sauver. C'est à ce moment-là que le père dit à sa femme, à moitié inconsciente, « T'as élevé un gangster ». Puis il bat David à grands coups de ceinture. Le lendemain matin, sa mère va le voir au lit et en retirant sa couverture, elle voit le corps de son fils noir et bleu de cou jusqu'aux chevilles. David n'oubliera jamais ce jour-là la tête de sa mère estomaquée devant la violence des séquelles que porte son fils devant elle. Quelques jours plus tard, sa mère fuit la maison familiale avec ses 2 fils en emportant le strict nécessaire. Mais le calvaire de David ne fait que commencer. Il pose ses bagages dans une petite ville du Brésil en Indiana, sauf qu'arrivé là-bas, il y avait seulement 10 familles noires pour 10 000 habitants. En 1995, le Ku Klux Klan a défilé lors de la cérémonie du 4 juillet. On m'a traité de nègre tous les jours de ma vie. Certains de mes collègues de l'école étaient des enfants des hauts gradés du Ku Klux Klan. Ils m'ont harcelé, c'était horrible, raconte-t-il. Pendant les cours, on le dessine en train d'être pendu en ayant écrit à côté « On va te tuer ». C'est à ce moment-là qu'il réalise que personne autour de lui ne va l'aider. Sa mère, trop occupée, cumule 3 emplois en même temps pour subvenir aux besoins de ses enfants. David se retrouve alors seul face à lui-même. Mais durant sa terminale, il apprend l'histoire incroyable de Gary Scott, soldat connu pour avoir survécu à une chute de parachute. Il essaie alors de rentrer dans l'armée, sauf qu'avec toutes ces années à l'école où il fuyait le harcèlement et n'allait plus en cours, il a un niveau exécrable. Il a des difficultés à lire et échoue lors du test d'entrée pour rentrer dans l'armée. Mais ce n'est pas grave, David est obsédé par l'armée et il veut à tout prix les rejoindre. Il s'enferme alors chez lui et révise tous les jours pendant des heures et des heures pour rattraper son retard. Il note ses objectifs qu'il doit réaliser sur son miroir et tous les jours, il se regarde dedans. Il est seul et est obligé de réussir. À 19 ans, au bout de la 3e tentative, il parvient enfin à réussir le test. David rentre alors dans l'Air Force et souhaite accéder à la section très prestigieuse des Para-Rescue Medics, les meilleurs médecins de la planète. Il ne le sait pas encore, mais les plus grosses épreuves de sa vie restent à venir.
Il y a une petite particularité avec David Goggins qui est assez dérangeante. Il a peur de l'eau. Ça le terrorise. Sauf qu'il est lancé dans le programme d'entrée qui dure 10 semaines et l'épreuve phare qu'il doit passer est littéralement un test où les formateurs essaient de te noyer. D'abord, ils t'attachent les pieds, puis les mains et ils te jettent dans une piscine en te demandant d'effectuer une série de tâches diverses et variées. David est mort de peur. Il essaie quand même de tout donner pour réussir le test. Mais chaque jour qui passe, il veut arrêter. Il n'arrive pas à dormir et devient même paranoïaque. À ce moment-là, il est le dernier de sa promotion. Et 6 semaines après le début de la formation, le médecin lui fait faire une prise de sang. Sauf qu'il retrouve dans son sang des cellules qui se déclenchent uniquement lors des situations très graves lorsque le corps croit qu'il subit des traumatismes tels que des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques ou une mort subite. Ils mettent alors David sur le banc pendant une semaine. Et quand celui-ci voit ses collègues de l'armée continuer les tests dans l'eau devant lui, ses peurs le submergent. L'insécurité dans laquelle il a vécu et la peur de son père refont surface. Du coup, David est très content d'être recalé et se dit qu'il est enfin en sécurité. Mais une semaine plus tard, le verdict final des médecins tombe. Ils lui disent qu'ils ne comprennent pas trop la situation, ils veulent bien lui laisser une chance et le faire reprendre l'entraînement. David est effondré par la nouvelle, mais lors d'un entretien avec son responsable, le sergent voit dans les yeux de David qu'il n'a plus envie et comprend que c'est fini pour lui. Il lui fait alors le cadeau de l'expulser pour raison médicale. David repart dans le civil et trouve un travail d'exterminateur de rats, d'insectes et autres parasites. Il se noie dans la nourriture, monte jusqu'à 140 kg de poids de corps et gagne seulement 1000 $ par mois. En sortant du travail, sa routine était de manger un énorme milkshake au chocolat avec un paquet de mini donuts. Il est en pleine dépression et la nourriture l'aide à tenir le coup. Cependant, tous les jours quand il va se coucher, il sait qu'il est en train de faire une erreur. Il sait que ce n'est pas la bonne manière de vivre. Et au plus profond de lui, il sait qu'il doit changer. Et un soir, alors qu'il rentre chez lui, il ne le sait pas encore, mais son destin va changer. À la télé, il entend une bande-annonce pour un documentaire sur les Navy Seals. Il est alors obnubilé par la force mentale que montrent les hommes qui doivent réussir ces épreuves. Énervé, David se dit qu'il a deux options. Rester ce mec de 24 ans pour 140 kg qui gagne 1000 $ par mois, en éradiquant des insectes, puis à 50 ans, rêver de l'homme qu'il aurait pu être plus jeune et avoir des regrets. Ou alors, il peut tout simplement y aller, échouer, échouer, encore échouer jusqu'à parvenir enfin à réussir. David prend son destin en main et décide de changer. Mais en appelant plusieurs recruteurs, David se fait rejeter à chaque fois du fait de son poids. Compliqué de rentrer dans les Navy Seals en pesant 140 kg. Les Navy Seals, c'est clairement l'élite de l'armée américaine, dont le camp d'entraînement est réputé comme le plus dur de cette terre. Cependant, un jour, un des recruteurs tombe sur lui. Il voit dans son regard que David est très motivé et par chance, un camp d'entraînement a une place vacante dans 3 mois. Il dit alors à David « Écoute, vas-y ». Mais pour y aller, David doit perdre 48 kg en moins de 90 jours. Il comprend que c'est impossible, jette l'éponge et décide de repartir dans sa vie d'avant. Et quand il retourne au travail, il est submergé d'insectes en tout genre. Il n'en peut plus. Il est en train de devenir tout ce que les gens lui disaient qu'il allait devenir. Il n'a pas de diplôme, n'a pas de savoir-faire et est totalement perdu. Mais David ne supporte pas l'idée de leur donner raison. Il décide de quitter son travail et de rentrer chez lui. Ça y est, maintenant il en est enfin persuadé, il veut devenir un Navy Seals. Il met ses chaussures et parcourir 1,5 km, mais il rentre en pleurant. Il réalise qu'il n'a tout simplement pas le niveau. C'est à ce moment-là qu'il décide de créer une routine d'entraînement de psychopathe dont il a le secret. Réveil à 4 h du matin. Il mange une banane et étudie jusqu'à 5 h du matin, puis fait son vélo pendant 2 heures en révisant en même temps. Ensuite, il va à la piscine pendant 2 heures. Après ça, il va à la salle encore 2 heures et enchaîne 2 heures de vélo encore une fois. Le soir, il se fait un repas très léger et repart pour 2 heures de vélo. Il passe des heures et des heures à la piscine chaque semaine pour se sentir de plus en plus à l'aise dans l'eau et met toute sa vie derrière son objectif. Et ça marche. 3 mois plus tard, David Goggins parvient finalement à rentrer dans la formation. C'est là que commence sa première semaine de formation appelée la Hell Week, littéralement la semaine de l'enfer.
La Hell Week est une phase redoutable de la formation des forces spéciales américaines, en particulier celle des Navy Seals, qui est réputée pour sa brutalité et sa rigueur. Voici quelques détails sur ce processus hyper exigeant. La Hell Week dure généralement 5 jours et 5 nuits consécutives, soit 120 heures ininterrompues d'entraînement intensif. L'objectif est de mettre les candidats à l'épreuve physique et mentale extrême, afin de déterminer leur résilience, leur capacité à fonctionner sous le stress et leur détermination à préserver dans des conditions difficiles. Les candidats sont soumis à une série d'épreuves exténuantes, notamment la natation en eau froide, la course à pied sur de longues distances, le port de charges lourdes, des exercices d'endurance et les simulations de combat. Pendant la Hell Week, les candidats dorment très peu, généralement moins de 4 heures en 5 jours. De plus, leur alimentation est limitée et contrôlée, ce qui ajoute à l'épuisement. Les instructeurs des Navy Seals supervisent chaque accès de la Hell Week et poussent les candidats à leurs limites. Cette semaine est conçue pour éliminer les candidats les moins aptes à devenir des Navy Seals. Environ 75% des candidats ne parviennent pas à terminer avec succès. C'est donc un exemple extrême de l'entraînement des forces spéciales américaines, mettant en évidence l'engagement et la détermination nécessaires pour devenir un membre des Navy Seals. Elle symbolise également la recherche de l'excellence et le dépassement de soi. Elle est littéralement conçue pour briser un homme. Tout est créé pour te faire craquer. Il est dit que si quelqu'un parvient à réussir la Hell Week, il perd 5 années d'espérance de vie. Et David Goggins, lui, en a fait 3. C'est la seule personne dans toute l'histoire des Navy Seals à avoir réussi cet exploit. Sa première fois, on le disqualifie car il attrape une double pneumonie et des fractures liées au stress. La deuxième fois, il arrive quasiment à la fin, mais il se brise la rotule. Il recommence donc une troisième fois, mais les recruteurs lui disent qu'il n'y aura pas de quatrième. Mais au cours de la 3e semaine, le jeudi, un de ses collègues meurt au cours de l'entraînement. Il est victime d'un œdème pulmonaire. Il faisait tellement froid lors du camp, il n'arrêtait pas de pleuvoir et au cours d'un entraînement dans la piscine, à bout de force, il a coulé au fond et est mort. La Hell Week s'arrête alors, mais le reste du camp d'entraînement continue. Il a les os des jambes en miettes et ne sait pas s'il va pouvoir continuer. Mais il se l'est promis, il n'arrêtera sous aucun prétexte. Le problème, c'est qu'il doit courir tous les jours. Alors, il choisit de se bander les jambes, des chevilles jusqu'aux genoux pour maintenir son pied et les fractures qu'il a. Il raconte que les 45 premières minutes de course, il ressentait la douleur la plus intense de sa vie, mais qu'après ça, sa jambe s'engourdissait, donc il ne sentait plus rien. À ce moment-là, il croit devenir le diable en personne, tellement il subit des atrocités sans nom. Mais finalement, il parvient à tenir le coup. Et le 10 août 2001, il est enfin diplômé. 28 juin 2005, une tragique nouvelle frappe l'Amérique. 17 soldats américains ont été tués lorsque leur hélicoptère a été abattu dans une bataille contre Al-Qaïda et les talibans. David, lui, connaît tous les gars qui sont morts. C'étaient ses anciens frères de formation. L'un d'eux était même son meilleur ami. Cette nouvelle le hante pendant des semaines et il ne parvient pas à l'accepter. Il décide donc de collecter de l'argent pour les familles des victimes. Il se lance alors pour l'association spéciale Operation Warrior Foundation, qui donne notamment des frais de scolarité complets aux enfants des victimes. David cherche ensuite quelque chose d'extraordinaire pour faire la promotion de cette association. Il tape sur Google « Quelle est l'épreuve la plus dure au monde ?» Et l'épreuve qui ressort est l'ultramarathon nommé Badwater. Cette course se déroule au mois de juillet lorsque les conditions climatiques sont les plus extrêmes avec des températures dépassant fréquemment les 50 degrés Celsius à l'ombre. La température au soleil quant à elle dans la vallée de la mort dépasse même les 70 degrés. Et au sol, celle-ci avoisine les 75 degrés. Le vent brûlant est fréquent, ce qui rajoute une sensation de chaleur. Elle est décrite comme la course la plus dure au monde. David appelle le directeur de la course de Badwater, mais celui-ci lui dit qu'il va devoir d'abord courir une course de 160 km pour réussir à se qualifier à l'épreuve. L'appel se passe le mercredi et le samedi, il est déjà sur la piste pour concourir. Le problème, c'est qu'à cette époque, il avait totalement arrêté le cardio et ne s'entraînait qu'à la musculation. Il se présente quand même sur la piste de départ, ne sachant pas qu'il s'apprête à vivre une nouvelle fois l'une des situations les plus dures de sa vie. David commence à courir. Il arrive à 60 km, puis 70, il se sent plutôt bien.
Mais quand il arrive au 90e kilomètre, il subit une douleur horrible. Il s'assoit sur une chaise et tout s'effondre autour de lui. Il commence à devenir tout blanc et regarde son ex-femme en lui disant « Je suis foutu ». David est au bord du gouffre, complètement vidé. Subitement, il est pris d'une envie pressante d'aller aux toilettes. Mais il ne peut pas se lever alors que ceux-ci sont à seulement 6 mètres de lui. Il est bloqué sur cette chaise et commence à se déféquer et à suriner du sang dessus. Sa tension corporelle est complètement irrégulière, ce qui le paralyse, mais il lui reste 50 km à parcourir. C'est là qu'il se ressasse tous les échecs de sa vie, les moments où son père le battait quand il était petit, ses 3 semaines d'enfer de formation, les coups qu'il subissait enfant, bref, tout ce qui l'a toujours hanté. Il commence à se servir de cette énorme source de traumatisme comme moteur pour l'obliger à ne pas s'arrêter. Il essaye de convaincre son cerveau en se disant « Est-ce que je peux courir 1 km ?» Et quand il parvient au premier kilomètre, il se dit « Est-ce que je peux courir 2 km ?» Et quand il arrive au deuxième, il se dit « Est-ce que je peux en faire 50 de plus ?» Mais au bord du malaise, son ex-femme le regarde et lui dit que malgré tous ses efforts, il ne pourra jamais arriver à temps. David est d'accord, il n'a plus le temps. Il court trop lentement. C'est à ce moment précis qu'il a un déclic. Il raconte ça de cette manière. Mon corps, mon âme et mon cerveau se sont connectés ensemble. Et mon cerveau savait que je ne m'arrêterais pas. Il savait que ce mec qui était là allait mourir et être enterré ici à cause de cette épreuve. Et pour une raison quelconque, je ne pourrais l'expliquer. À partir de ça, je me suis remis à courir. J'ai pu enfin terminer les kilomètres restants ainsi que les 160 km de cette course en seulement 18 heures et 56 minutes. Mais son état à la fin de la course est catastrophique. Son ex-femme qui était infirmière est complètement folle en le voyant comme ça. Quand il rentre à la maison, il va se doucher, sauf que l'eau chaude le frappe et le fait souffrir sur tout son corps. Les os de ses pieds sont pour la majorité cassés, ses reins ont lâché, il est au bord de la mort. Sa femme appelle la mère de David pour qu'elle l'amène à l'hôpital. Mais David lui répond alors sincèrement « Non, laisse-moi souffrir et profiter de cette douleur ». Elle lui rétorque « Mais de quoi tu parles ?» Il réplique que toute la douleur qu'il ressent à ce moment-là est la confirmation que je viens de faire quelque chose que je pensais humainement impossible. Je ne veux pas que des gens me donnent des drogues, cette douleur je l'ai voulu, je l'ai fait et j'ai réussi, raconte-t-il. Il se qualifie donc pour la course suprême de Badwater où il finira 5e sa première année et 3e sa deuxième année. Une performance extraordinaire. Mais David n'est pas fort qu'en cardio. Le 28 septembre 2012, il tente de battre le record du monde du maximum de traction en 24 heures. Le record actuel étant de 4020. Il échoue au bout d'environ 3000 tractions. 2 mois plus tard, en novembre, il essaie encore, mais échoue également. Il arrive à 3000 tractions, sa main est complètement arrachée et brûlée au 3e degré. Il ne peut plus continuer. Sauf que petit, David regardait le film Rocky. Il était passionné par les musiques présentes dans le long métrage et 2 ans plus tard, le 19 janvier, pendant toute la durée de sa nouvelle tentative pour battre le record du monde de traction, il n'écoute qu'une seule chanson, celle de Rocky. Tout ça a duré 17 heures, durant lesquelles il a réalisé 4030 tractions. Après tous ces exploits, il dit se sentir comme l'homme le plus puissant au monde, que Dieu n'a jamais créé. Et franchement, on peut difficilement le contredire. Voici d'autres accomplissements que David Goggins a réussi au cours de sa vie. Il est la seule personne de l'armée américaine à avoir passé les tests de sélection des 3 branches des forces spéciales les plus dures au monde. Les Bérets Verts, les Rangers et les Navy Seals. Pendant sa carrière chez les Navy Seals, il est parti en Irak et a participé à toutes sortes de missions. Il est aussi spécialiste des ultramarathons. Il a notamment couru plusieurs fois la Moab 240. C'est une course à pied de 386 km dans un désert montagneux à plus de 1200 mètres d'altitude. Et en 2020, il a même fini à la 2e place en parcourant cette course en seulement 2 jours et demi. Aujourd'hui, il a les genoux tellement usés que ses os se touchent entre eux et il a les chevilles en lambeaux. Il est obligé de se les bander pour aller courir. Il a déjà couru un marathon avec une pneumonie et des micro-fractures au tibia. Et toujours actuellement, il s'entraîne tous les jours et court minimum 16 km par jour. Fun fact, on a détecté à David Goggins une malformation cardiaque. En effet, il avait littéralement un trou dans le cœur
et a dû subir 2 opérations. Évidemment, si ça avait été détecté avant ses entraînements, il n'aurait jamais pu y participer. Le mec, c'est juste le boss quoi. Mais alors, pourquoi s'infliger autant de souffrance? Eh bien, il raconte que pour lui, ce n'est qu'une partie de plaisir. Les gens autour de lui disent que David a l'air très heureux dans sa vie, il ne possède pas énormément de biens matériels. Ce qui l'importe, lui, c'est sa capacité à se dépasser et à devenir la meilleure version de lui-même chaque jour. C'est un parcours que je trouve hyper inspirant. C'est vrai que dans notre société occidentale de confort, c'est difficile de se placer dans des situations risquées. Il y a tellement de nivellement vers le bas, c'est insupportable. On nous force H24 à rester dans la norme sans trop faire de mousse. Mais ce qui est vraiment incroyable avec lui, c'est que c'est un mec comme n'importe qui quoi. Il revient même de très très loin. La majorité des gens ici ne connaîtront jamais autant de problèmes. Et pourtant, il a réussi à faire de tout ça un moteur pour faire ce qu'il voulait. Et ce qui est génial, c'est qu'il raconte tout son parcours, ses victoires mais aussi ses défaites. Et on peut facilement se rendre compte à quel point c'est difficile, mais il n'a jamais rien lâché et ça force le respect. J'espère qu'on continuera à avoir des mecs comme lui pour pouvoir inspirer les futures générations, car David a su le prouver, tout est possible à qui le veut vraiment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, moi c'est Loïc, j'ai 24 ans, je suis passionné de force athlétique et de musculation et j'ai comme objectif de me qualifier au championnat de France de développé couché en 2024. Je suis également coach sportif en ligne depuis 1 an et je propose un service de coaching personnalisé avec notamment un suivi quotidien sur WhatsApp, mais aussi des programmes sur mon site internet Loïc Power en description. Et si vous voulez plus d'infos, venez me voir directement sur Insta. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Loïc. Ciao.